Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... ici, derrière le volant. Voilà. Je fais cette vidéo parce que si vous n'avez pas vu la précédente, je vous invite à aller la voir, et même celle d'avant, parce que c'est un petit peu la continuité de ce que je vous ai un petit peu expliqué. Concernant les agriculteurs, dans ma précédente vidéo, je vous ai donné un petit peu des éléments de compréhension de la situation, c'est-à-dire du contexte, c'est-à-dire un secteur professionnel, un secteur économique du pays qui a été délaissé, abandonné progressivement, et ça date pas d'hier, hein, comme je vous l'avais dit, ça date de l'époque où on a signé la PAC dans ce qui n'était pas encore l'Union européenne, mais la communauté économique européenne. Et qu'il y a eu plusieurs crises. On en a tous vu. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, est-ce que finalement, il n'y a pas une crise de l'agriculture avec des contestations, des manifestations tous les ans? Donc c'est assez récurrent. À chaque fois, on essaie d'éponger, à chaque fois, on essaie de trouver des accords, etc. Sauf que, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, il y a un moment donné où il y en a certains qui se rendent compte qu'en réalité, ils l'ont dans le cul. Ils l'ont dans le cul et ils vont encore l'avoir dans le cul parce que la raison pour laquelle aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs et la raison pour laquelle aujourd'hui ils s'éloignent de la FNSEA parce que ils se disent de toute façon la FNSEA elle ne sert à rien, elle ne sert qu'à nous manipuler, à nous contrôler pour le compte de l'État, c'est que ce qu'aujourd'hui les agriculteurs réclament, et ce qu'ils réclament c'est plus globalement, très globalement d'ailleurs, c'est le respect de leur corps professoral, de profession, pardon. C'est-à-dire arrêter de tuer volontairement des secteurs de l'agriculture pour privilégier les importations. Produire local, vendre local. Faire en sorte de réformer tout le système des intermédiaires, parce que c'est ça aussi, hein, les intermédiaires. Les mecs, ils sont tellement puissants que personne n'ose les remettre en question. Je veux dire, là où un agriculteur, et d'ailleurs je pense que si vous avez déjà acheté directement du producteur au consommateur, vous savez que le prix auquel un agriculteur peut vendre ses produits tout en ayant une bonne marge, quand vous voyez le prix et que vous voyez le prix dans un rayon d'un supermarché, vous vous dites, attends, j'ai raté quelque chose là. Vous avez raté simplement tous les intermédiaires. Et quand je dis tous les intermédiaires, c'est pas seulement les intermédiaires logistiques, c'est aussi les intermédiaires au niveau des taxes, au niveau des normes, au niveau des réglementations qui sont imposées par l'Union européenne. Parce que oui, il y a des normes françaises, mais aujourd'hui, qui fait avancer les choses, qui réforme les choses, qui crée des nouvelles lois, des nouvelles normes, des nouvelles règles dans les secteurs professionnels, c'est souvent des gens qui ne font que reprendre des directives européennes. D'ailleurs, vous-même, dans votre entreprise, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas entendu « Oui, mais on est obligé de faire ça parce que c'est les nouvelles normes européenne ». Alors, pourquoi je reviens sur le sujet? C'est tout simplement parce que là, la situation commence à monter en température. On a près d'Agen, sur la 62, je crois, on a un blocage de groupes d'agriculteurs qui viennent d'être rejoints par des gilets jaunes. Enfin, ils se réveillent. La préfecture, je crois d'Agen aussi, au moins que ça soit hier, il se trouve que Attal, c'est Attal, je ne sais plus, oui je crois que c'est Attal. Attal a demandé aux préfets locaux d'ouvrir des portes pour des négociations. Sauf que le problème, c'est qu'il dit qu'il faut ouvrir la table à des négociations sans donner de directive. Donc en réalité, les préfets, ils peuvent juste
écouter les revendications des... Oui, alors ce que vous entendez là, c'est normal, hein, c'est pas un défaut des moteurs de camion, c'est un... Enfin, je ne connais pas trop en mécanique de camion, peut-être que si certains connaissent, etc. Donc les camions américains, de temps en temps, quand ils font un freinage moteur, c'est en fait un retour de soupape qui fait clac, 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 clac. C'est pour ça que ça paraît impressionnant comme ça, mais en fait c'est normal. Donc ça c'était pour l'anecdote locale. Oui, je disais que les préfets, en fait, ouvrent les portes pour écouter et entendre les revendications des agriculteurs. Le seul problème, c'est que les agriculteurs, eux, ils vont à la rencontre des préfets pour attendre et avoir des réponses, avoir des promesses. Sauf que le problème, c'est que les préfets, ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont pas d'instruction, ils ont juste l'instruction, c'est ouais, faites une réunion avec eux, vous les écoutez, vous discutez, puis c'est tout. Mais les préfets peuvent absolument prendre aucune décision, faire aucune promesse. Donc vous comprenez bien que les agriculteurs en face, au bout d'un moment, tout d'un coup, ils comprennent que, en effet, ce qu'ils sont en train de faire là ne sert strictement à rien, que c'est, encore une fois de plus, de la technocratie pour essayer de calmer le jeu, mais qui en réalité, c'est un peu cause toujours tu m'intéresses. Donc ils sont montés en colère et puis ils ont commencé à déverser des tas de merde sur le portail de la préfecture. Mais ça va être comme ça partout. Ça va être comme ça partout, pourquoi ? Et c'est pour ça que ça devient compliqué pour le gouvernement, parce que même Attal, j'ai l'impression qu'en fait Attal, il ne veut pas prendre de risques, et je pense qu'il est actuellement à l'écoute de recevoir ou de demander une marge de manœuvre à l'Europe. Parce que oui, les agriculteurs aujourd'hui, certains d'entre eux ont compris que c'est plus l'État qui va ou qui peut apporter des solutions. C'est l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il commence à émerger dans la tête de certains manifestants de finalement peut-être aller à Bruxelles. Parce que c'est là que tout se passe. Là, les agriculteurs vont monter à Paris. Mais à Paris, qu'est-ce qui va se passer ? Là, j'ai vu qu'apparemment, il y a un agriculteur qui a osé aller sur les Champs-Élysées avec son tracteur. Bon, ça va, heureusement, il a été juste invité à quitter Paris, escorté par la police, enfin, escorté par un motard de la police nationale. Alors, ils veulent monter à Paris, mais monter à Paris, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez bloquer le péri, vous allez bloquer les accès, etc. Sauf que il y a un moment donné où l'autorité, elle va être confrontée à une situation, c'est est-ce qu'on peut laisser, combien de temps on peut laisser cette situation perdurer sans risquer des pertes économiques dans beaucoup de secteurs, surtout à Paris. Donc il y a un moment donné où soit va falloir négocier et faire encore des promesses, mais là, ça va être compliqué parce que des promesses, ils en ont déjà fait dans les années précédentes, et puis finalement, pour des actions extrêmement ridicules et absurdes. Donc là, les agriculteurs vont vouloir avoir des garanties. Sauf que les garanties qu'ils vont donner, le problème, c'est que Attal, il ne peut pas les mettre sur le papier. Il est obligé de demander l'autorisation à Bruxelles. Et là, ça serait admettre non seulement vis-à-vis des agriculteurs, mais aussi vis-à-vis du peuple français, si les médias n'arrivent pas à manipuler l'opinion pour que l'opinion ne se rende pas compte de la chose, c'est que finalement, qui commande ? C'est pas l'État français, c'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui a la souveraineté budgétaire sur le secteur agricole français. C'est-à-dire que l'État français n'a aucun moyen d'apporter des solutions aux problèmes des agriculteurs. Alors que il y a certaines choses qui peuvent être faites. On peut lâcher du lest. On peut essayer de trouver des compromis. Le seul problème, c'est que ça aussi, l'État français ne peut pas le faire
sans se faire taper sur les doigts par la Commission européenne. L'État français n'a pas le droit de débloquer des budgets pour sortir des aides à certains secteurs de l'agriculture sans avoir à justifier ou avoir l'autorisation de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que c'est un budget. C'est-à-dire que si l'État français, dans ses budgets annuels, n'a pas des caisses dans lesquelles elles peuvent puiser pour des circonstances exceptionnelles ou trucs comme ça, donc ils sont obligés de faire un budget, donc de faire un emprunt sur le marché, etc. Donc évidemment, c'est de la dette supplémentaire, parce que ce n'est pas la fiscalité qui va alimenter ces caisses. Et du coup, les gens vont se dire, mais c'est quoi ce bordel ? On n'est plus maître chez nous ? Mais ça fait combien d'années qu'on vous le dit que vous n'êtes plus maître chez vous ? C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai envie de dire, faut vous le dire en quelle langue ? Il est là le problème. Et ce qui est en train de se passer avec l'agriculture, mais se passe avec d'autres secteurs. Ce qui est encore pire avec des secteurs publics, qui sont des secteurs visés parce qu'on veut casser leur monopole. Donc si vous voulez, là je vais revenir sur d'autres éléments qui confirment bien que là, quand je vous disais que l'année 2024 va être une année charnière, c'est pas un hasard. Et ça va mettre en place des signes, des indices qui seront déterminants. Si actuellement je fais plus de vidéos sur ce qui est en train de se passer sur les primaires, c'est parce que je pense que c'est important. Parce que ça va dénoter le fait que ce que certains disent, prétendent, croient, n'est pas en train de se réaliser. Et au contraire, ce sont leurs craintes, ce sont leurs peurs qui sont en train de se réaliser. Je vais y revenir un peu plus loin. Donc, est-ce que ça va faire boule de neige ? J'ai envie de dire, à la limite, c'est ce qu'il faudrait, parce que peut-être que ça ferait réveiller les consciences. Si les agriculteurs étaient suivis par les routiers, si les routiers étaient suivis par des Français, des automobilistes, et que finalement on se retrouve avec une situation de contestation générale qui pourrait éventuellement déborder à une insurrection. L'État n'aura pas le choix d'être répressif. Et ça ne ferait que confirmer encore plus ce qui s'était déjà passé avec les Gilets jaunes et avec la Covid. C'est que finalement, votre souveraineté en tant que peuple n'existe plus. Et que par conséquent, là, la grande majorité de Français se rendraient compte que ce que je dis depuis très longtemps, que la République est morte, et qu'aujourd'hui, je suis surpris de constater que certains commencent à prendre le même terme, que la République est morte. Alors oui, l'année 2024 risque d'être une année intéressante. Mais comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, après, tout dépend de l'état d'esprit des Français. Est-ce que les Français vont être encore dans cet état d'esprit de dire « je ne veux pas m'impliquer, je ne veux pas assumer de responsabilité, je vais attendre que ça aille mieux ». Mais ça veut dire quoi, attendre que ça aille mieux ? Ça veut dire attendre que finalement, un jour, vous vous réveillez un matin et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez perdu non seulement votre souveraineté, mais aussi vos libertés. Que vous vous êtes laissé enfermer dans le carquois de la dette. Et que finalement, même si vous n'êtes pas content, c'est comme ça et pas autrement, c'est marche ou crève. Accepte ton destin, accepte ta servitude, accepte ta condition d'esclave, ou sinon, crève. Donc,
Je ne sais vraiment pas comment ça va tourner. Ça peut tourner dans une situation comme on a toujours espéré qu'elle tourne, c'est-à-dire un petit peu dans un contexte insurrectionnel qui finalement pousserait l'État à réagir de façon disproportionnée, comme ils l'ont déjà fait à deux reprises. Et finalement, j'ai envie de dire, se révéler aux yeux du plus grand nombre, comme n'étant plus un État pour la France, pour le peuple français, mais un État commandité pour détruire le pays et le vendre par petits bouts à l'Union européenne. Ça ne ferait que confirmer ce qu'on vous dit depuis des années, mais que nous ne sommes qu'une infime minorité à comprendre, à assimiler et à admettre le fait. Espérons que cette montée d'adrénaline qu'il y a actuellement avec les agriculteurs fera comprendre aux gens que leur individualisme, parce que le matin ils ne peuvent pas arriver au boulot, parce qu'ils perdent de l'argent, parce que ceci, parce qu'ils ne peuvent pas livrer, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir mémé, etc. Qu'en réalité, ces gens-là sont en train de commencer quelque chose pour l'intérêt de préserver vos libertés, de préserver votre statut social. Si vous vous mettez contre les agriculteurs parce qu'ils dérangent votre égoïsme, alors évidemment il y aura toujours des circonstances exceptionnelles, des circonstances particulières. Je pense par exemple aux aides ménagères, aux aides de vie, aux infirmières à domicile, etc., qui elles évidemment ont besoin de circuler parce que c'est parfois des enjeux de santé pour des gens. Mais je pense qu'en règle générale, les blocages qu'il y avait eu avec les gilets jaunes, en général, faisaient preuve d'intelligence pour laisser passer au moins les professionnels importants, avec une mission importante. Donc finalement, est-ce qu'on croise les doigts ? On croise les doigts pour que finalement, ces événements éveille les consciences sur ce que ces gens qui ont réussi à se prémunir contre toute forme d'attaque, contre toute forme de destitution, contre toute forme de remise en question de la part du peuple dans leur existence, dans leur petit système, dans leur administration, dans leurs organisations. D'ailleurs, au moment où vous avez les agriculteurs qui crèvent la faim, etc., vous avez les députés qui se sont augmentés leurs frais de mandat de 300 €, je crois. Alors oui, et LFI n'a pas voté, il s'est abstenu. Il s'est abstenu, il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. Oui, de toute façon, le système est pourri. Alors oui, vous avez dans le système, parce que le système est intelligent, et que pour essayer de faire valoir l'idée de la démocratie, laisse quand même présent un certain nombre d'individus, un certain nombre de corporatismes, un certain nombre de partis, pour faire valoir que oui, regardez, il y a de l'opposition. L'opposition existe puisque vous avez telle personne, vous avez tel parti. Mais les choses sont verrouillées d'une telle manière que, en réalité, ils ne font que de la figuration. Et ils n'inquiètent généralement pas le système établi. Le système établi qui est de toute façon vendu à l'Europe et vendu à la finance. Finance qui n'est pas très en forme à l'heure actuelle. Tant plus que l'inflation va continuer parce que je vous rappelle qu'il y a actuellement une montée d'adrénaline également en mer Rouge avec les Houthis d'ailleurs, vous savez, c'est le Yémen, les Houthis qui viennent d'attaquer un navire américain, mais un navire américain commercial
de la compagnie Maersk, hein, je crois, que vous connaissez, je crois que c'est les gros porte-conteneurs. Hein. Sauf que là, ce qui s'est passé est assez particulier parce qu'ils ont réussi à attaquer ce navire, alors que ce navire était protégé par une flotte de navires militaires américains. Donc vous comprenez que là, ça devient tendu, très tendu, tellement tendu que, pour votre information, les Houthis sont soutenus par les branches chiites liées à l'Iran. En réalité, l'Iran est derrière, l'Iran est en coulisses de ces opérations. Pourquoi ? Parce que l'Iran est comme on pourrait éventuellement aussi l'estimer sur ce qui se passe avec Israël, veut pousser les Américains à la faute. Ils veulent pousser les Américains dans un conflit. Sauf que nous sommes dans une année électorale et que Biden est pieds et poings liés. Et que donc, ceux qui menacent aujourd'hui les intérêts américains, et plus particulièrement les intérêts hégémoniques américains, eh bien aujourd'hui sont en train de se frotter les mains. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les Américains n'interviendront pas. Alors ils agiront, ils feront des frappes comme ils le font, comme ils l'ont fait en Iran par exemple récemment. Mais faire des frappes, c'est bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme les Israéliens, raser Gaza, et une fois que Gaza va être rasé, tu vas faire quoi ? D'autant plus que pour la communauté internationale, tu vas récolter une image de merde. Alors déjà que les États-Unis ont une image de merde à cause de l'Irak et de l'Afghanistan, et que même au sein même des États-Unis, si la montée de Trump est aujourd'hui inévitable, c'est parce qu'on sait aussi qu'une partie de l'électorat vétéran de ces deux guerres vote Trump. Ils ne voteront pas Biden. C'est la merde. C'est d'autant plus la merde que le problème de la mer Rouge, vous avez aujourd'hui des compagnies d'armateurs de transport commerciaux qui sont en train de demander à leurs navires de ne plus passer par le canal de Suez et de descendre jusqu'à la Corne d'Afrique et de remonter. Sauf qu'évidemment, le chemin est plus long. Donc ça augmente la fréquence journalière de transport. Une journée de transport, c'est un coût. Donc le coût de transport augmente. Et vous avez un ruissellement. Le ruissellement, c'est quoi ? C'est que le prix du mètre carré ou du mètre cube d'un conteneur va augmenter. Et évidemment, toutes les sociétés, toutes les compagnies, tous les distributeurs qui importent des marchandises de l'étranger, parfois même des marchandises qu'on aurait pu fabriquer chez vous en France. Mais comme on a flingué toute l'industrie. Alors, dans les années 90-2000, oui, c'était génial. Importer des pays émergents, c'était nettement moins cher que de fabriquer en France. Sauf que là, cette année, on va tomber dans la réalité que finalement, aujourd'hui, ça va coûter plus cher d'importer des produits de l'étranger que de les fabriquer en France. Bon, même si, encore une fois, il y aura toujours le problème du coût des matières premières et le coût des charges fiscales, employés, patronales, d'entreprises, et blablabla, etc. Mais il y a un moment donné où, dans certains secteurs, alors, ici aux États-Unis, on n'est pas tellement impacté parce que ce qui est importé passe par le Pacifique, donc la mer Rouge. Mais vous, en Europe, tout ce qui vient d'Asie, soit ça passe par le canal de Suez, ou ça fait le grand tour. Mais si ça doit faire le grand tour, ça va être plus cher. Et donc le produit à la vente du consommateur va augmenter. Alors déjà, vous subissez les augmentations énergétiques à cause des délires écologistes, à cause de la guerre en Ukraine,
et ben maintenant vous allez avoir des augmentations de produits parce que les matières premières vont commencer à devenir plus chères, parce que les transports sont plus chers, parce que... Enfin, voilà, c'est un effet boule de neige. Et je vais terminer pour revenire sur la primaire. Donc la primaire du New Hampshire a été gagnée évidemment par Donald Trump, alors à 53-54%. Mais, vous savez, DeSantis donc s'est retiré. Awasari, je ne sais pas, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Lui aussi s'est retiré il y a longtemps, donc il ne reste plus que Nikki Haley. Eh bien, on vient de découvrir que une grande majeure partie des électeurs de Trump, je crois plus de 60%, 67%. Alors ça, c'est un chiffre qui vient d'un bureau. 67% des électeurs de Trump sont des encartés républicains. Il reste deux proportions, donc 27% je crois, et puis je ne sais plus l'autre chiffre, ce sont des non-encartés, sauf que chez Nikki Haley, on s'est rendu compte que c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que Nikki Haley donc, a bénéficié d'une vingtaine de pourcents d'électeurs encartés républicains, mais a bénéficié de plus de 60% de votants non encartés, non identifiés. Des non encartés, non identifiés, c'est qui ? On ne va pas me faire croire qu'il y a 60% des électeurs qui sont des Américains indépendants. Et en réalité, on a découvert que les démocrates viennent de lancer une opération, c'est-à-dire que dans les États qui organisent des primaires ouvertes, donc primaires ouvertes, c'est-à-dire que vous soyez démocrate, républicain, non encarté, etc., tout le monde a la liberté de participer à la primaire républicaine. Vous n'êtes pas obligé d'être un encarté. Eh bien, les démocrates ont demandé à des électeurs, à leur électorat, d'aller voter dans les primaires républicaines pour Nikki Haley, pour essayer de freiner l'avancée de Donald Trump. Est-ce que ça va marcher ? Ça peut marcher. On verra sur les prochaines primaires si le résultat se réduit de plus en plus, ou si Nikki Haley, dans certains États, passerait en tête. Par exemple, la Californie. Est-ce que Nikki Haley pourrait l'emporter en Californie ? Ça serait très intéressant. Par contre, si en revanche Donald Trump l'emporte en Californie, à New York, Floride, Texas, Géorgie, c'est plié. Vous savez, c'est comme ça fait partie de ces fameux États qui sont les États les plus importants, parce que c'est le nombre de grands électeurs le plus important qu'ils possèdent, et qui font généralement la bascule. Donc vous voyez jusqu'à quel point les démocrates, ils ont tellement peur. Mais ça démontre maintenant quelque chose de très clair. C'est qu'une partie des démocrates, aujourd'hui, sont convaincus que si Biden se retrouve en face de Trump, c'est mort. C'est terminé. Alors que leur chance, ce serait peut-être de mettre Nikki Haley devant Joe Biden. Ou sinon, essayer de tenter, d'oser de virer Biden et de mettre quelque chose à la place. Sauf qu'on est quand même au mois de janvier 2024. C'est un peu court pour trouver un challenger qui pourrait éventuellement avoir les faveurs d'un électorat majoritairement démocrate.
ça risque d'être très compliqué. Suivez l'actualité, surtout en France, donc avec ce qui se passe avec les agriculteurs. Et juste une petite info, qui est une info encore plus flagrante, encore plus provocatrice. L'Union européenne vient de signer un traité d'accord de libre-échange avec le Chili. Donc vous comprenez, libre-échange, c'est-à-dire importer. Importer des marchandises du Chili. Importer des marchandises qu'on pourrait très bien produire en France, en Allemagne, en Espagne, ou ailleurs, dans les pays membres. Mais non. On va chercher moins cher des produits qu'on peut produire quasiment au même prix aujourd'hui en Europe. La Commission européenne, l'Union européenne n'a plus vocation à protéger et à servir les intérêts des peuples européens. Elle n'a qu'une seule et unique vocation, à servir les peuples européens pour son rêve de fédéralisme, pouvoir absolu. Et là, la souveraineté et les libertés fondamentales de la France, bye bye. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pouce vers le haut, commentaire, faites agiter les algorithmes de YouTube.